salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, ça va être camping, chasse et pêche. J'ai relié les trois parce que les trois sont reliés ensemble de manière très naturelle. Tu le comprendras quand tu regarderas la vidéo en détail. C'est sûr que la vidéo va s'établir en fait en deux parties. D'abord, je vais parler du camping et ensuite de la chasse et pêche qui s'intègre par rapport à tout ce que je vais détailler dans la section camping. Donc tu vas voir ça peut t'intéresser si tu veux savoir si tu veux venir par exemple chasser ou pêcher, comment ça fonctionne, c'est quoi les lois, parce qu'il faut le faire selon les lois du Québec, c'est sûr, ou du Canada. Tu ne veux pas te retrouver dans l'embarras. Ceci étant dit, le camping, je vais regarder ça quand même avec toi assez rapidement, tout détailler aussi pour que ce soit le plus facile possible pour toi. Si tu as envie de venir camper ici au Canada, c'est vraiment une très belle expérience. Moi, je vais plus parler du camping dit sauvage, entre gros guillemets. C'est comme ça qu'ils l'ont expliqué sur Internet. En fait, c'est littéralement, c'est pas sauvage du tout, en fait, hein. C'est le terme, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est quand même très encadré. C'est vraiment encadré, en fait. Du coup, tout ça pour expliquer que je ne parlerai pas du camping, qui sûrement est très très bien aussi. Le camping, tu sais, avec la piscine, où on va avoir des activités un petit peu comme au Club Méditerranée, tous ensemble, et tout est asphalté, et c'est caravane après caravane à côté les unes des autres, ou les tentes à côté les unes des autres, très très serrées, et c'est très communautaire, et c'est absolument pas dans la nature. Moi, je ne parlerai pas de ce camping-là. Moi, je vais parler plus du camping réel que tu fais pour découvrir, je dirais, la nature canadienne, et c'est ça qui est vraiment intéressant est vraiment intéressant. Donc non, je ne parlerai pas de l'autre type de camping plus communautaire, mais moi, j'apprécie pas trop ce genre de camping-là, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui aiment bien. Mes cousins en France, ils sont super adeptes de ça, et je comprends pourquoi il y en a qui aiment ça. Chacun a droit à ses goûts, moi c'est pas mon truc, mais c'est pas de ça qu'on parlera dans la vidéo. Donc, mais ceci étant dit, par contre, dans les liens que je vais te donner par après quand je vais parler du camping, si tu es intéressé par ce genre de camping communautaire là, ça existe aussi dans les liens, tu pourras le trouver parce que c'est le même organisme dont je vais parler tout de suite là par après qui s'occupe aussi d'organiser ce genre de camping là. Donc c'est quand même faisable également au Canada. Donc on va voir pour commencer le camping en détail. Le camping, alors avant de tout expliquer en détail par rapport au camping, j'aime bien dire ça dans la vidéo, hein. J'ai commencé cette vidéo là en me disant avant de tout expliquer en détail, puis j'explique jamais rien. Mais bref, mon conseil vraiment, c'est de ne pas aller camper n'importe où, de manière, je dirais entre guillemets, sauvage. C'est le terme que je reprendrai après parce que camping sauvage existe aussi, en tout cas, je vais en parler plus en détail. Tu peux pas aller camper n'importe où comme ça te chante. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de loi contre ça, mais d'abord, tu peux pas aller camper dans des zones qui appartiennent à des gens, comme par exemple, je sais pas, une réserve indienne ou par exemple voyons, un territoire qui appartiendrait, comme on dit ici, à la couronne, c'est-à-dire au gouvernement, ou alors encore tout simplement une réserve faunique. Ça, tu peux pas faire ça comme ça. Par exemple, une réserve faunique, il va falloir que tu réserves directement. Je vais en parler en détail tout de suite. Sur Internet, ton terrain, il va falloir que tu y ailles comme ça. Donc, de toute façon, tu vas sûrement te faire déménager. Ou ils vont te dire, bah, il faut que tu payes, ou peu importe. Donc, tu peux pas aller un peu n'importe où. Mais si, par hasard, tu trouvais un endroit qui appartient à personne et que tu avais envie d'aller camper au fin fond de la forêt canadienne ou québécoise, peu importe, je te le conseille vraiment pas. Parce que ici, on a une faune et une flore qui est quand même assez sauvage, hein. Il y a beaucoup d'endroits au Canada où l'être humain n'a jamais été. Et, euh, et toi, tu vas arriver comme un intrus là-dedans. Et il y a quand même des animaux, je pense notamment aux ours, hein, des animaux qui sont pas super sympathiques avec les êtres humains de manière générale. Donc tu vas te retrouver dans des ennuis, là, quelque part, si tu fais ça. Et il n'y aura personne pour venir t'aider. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Et en plus de quoi, il y a tellement de possibilités ici au Québec, au Canada, je te dirais, offertes pour aller camper de manière peut-être plus sécuritaire, même en étant très très sauvage. Pourquoi te mettre dans l'embarras, quoi. Donc je vais commencer par parler de la CEPAC. Ça, c'est la Société des établissements de plein air du Québec. La CEPAC, en fait, elle gère à la fois les réserves fauniques et les parcs nationaux.
Donc c'est là-dessus, je vais te mettre le lien dans la description, c'est là-dessus où tu vas aller si tu veux aller camper. Et tu vas voir que dans ces activités qui disent récréatives, tu as énormément de possibilités qui vont vraiment du camping qu'on dit rustique au camping bien plus, jusqu'à l'hôtel même, hein, j'ai vu. Il y a même des hôtels qui sont proposés au camping vraiment beaucoup plus aménagé. Donc tu as vraiment tout un éventail comme ça qui est entre les deux. Différence, on en a parlé beaucoup avec ma conjointe, entre les réserves fauniques et les parcs nationaux. En fait, on n'en a pas vraiment trouvé, à part concernant la chasse et la pêche. Il y a des endroits où tu n'avais comme pas le droit de chasser ou de pêcher, puis d'autres endroits, principalement les réserves fauniques en fait. Tu n'avais pas le droit de chasser là-dessus. Parc national, tu peux juste pêcher. Ouais, c'est ça, Tu peux parcs jamais nationaux. chasser à ce qu'on a vu. C'est ça, parcs nationaux, tu peux juste pêcher, tu peux pas chasser. Mais nous, on parle juste du camping pour le moment. Je reviendrai sur la chasse et la pêche par après. Donc, au niveau du camping, tu vas sur le site de la CEPAC et tu vas avoir un éventail de liens, comme je te disais, et tu vas juste choisir qu'est-ce qui t'intéresse de faire. Et selon ce qui t'intéresse, ils vont te donner plein de situations géographiques, soit des parcs nationaux ou des réserves fauniques. Tu vas pouvoir choisir selon les tarifs, selon l'endroit où tu veux aller, etc. etc. Parce qu'évidemment, il faut que tu y ailles en voiture. Ion, réserve phonique et parcs nationaux, les deux c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils font un contrôle de la faune et de la flore qui protègent en même temps, mais aussi ils te protègent toi. Hein. Donc quelque part, c'est ça, tu t'en vas pas non plus, même s'il y a des ours dans la région, ça va quand même être contrôlé pour revenir par rapport à ce que je disais au niveau des ours. Différents éventails de camping, nous personnellement, je peux peut-être en parler, on les a un peu tous fait. On a fait le camping rustique. Donc là, on s'était retrouvé vraiment, on avait loué un terrain, il me semble qu'il nous avait donné un code. Donc quand on arrivait à la petite cahute au départ de la réserve phonique, on donnait notre code ou quelque chose comme ça. Et après ça, on s'en allait, puis on avait encore 1 heure de route en voiture, dans une route de forêt, littéralement. Il n'y a pas de goudron là, hein. C'est vraiment forêt, 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 forêt. Et pour te rendre à ton terrain, et là il y avait un terrain, ce qu'on appelle un terrain, en fait c'est une zone un peu aménagée avec un feu au milieu, et puis le toilette c'était un cabanon en bois quoi. Et puis le reste, t'amènes tout, hein. Il n'y a personne pour t'aider, donc t'amènes l'eau, t'amènes tout ce dont tu as besoin, t'as pas de robinet qui peut te donner de l'eau, etc., etc. Mais on a fait aussi, comme plus récemment, parce qu'avec notre fils c'est quand même plus évident, des campings peut-être encore dans la nature, qui disent sauvages, mais je te dirais plus aménagés quand même. C'est-à-dire que, encore une fois, tu as ta place, tu as ton terrain, etc. Mais tu vas avoir dedans, à pied, à peut-être 5 minutes, tu vas avoir vraiment des toilettes, des vraies toilettes, un vrai bâtiment avec des toilettes dedans, une zone, tu vas même avoir des douches, une zone de repos si jamais il pleut, etc. etc. Donc tu vois, c'est quand même plus accessible à ce niveau-là, plus évident peut-être. Selon ce que tu cherches. Ils proposent plein d'affaires. Hein. Tu peux faire du camping, mais il y a aussi, en même temps que tu fais du camping, tu peux faire du canot, tu peux faire de la randonnée. Il y en a qui proposent à Brasca même, les trucs d'arbre en arbre, là, avec des cordes. Là, tu vas d'arbre en arbre et tout, tu dois sûrement connaître ça, j'imagine. Il y en a qui proposent de la tyrolienne, en tout cas, de tout ce que j'ai vu, mais il y a plein d'autres activités qui peuvent être proposées. Donc tu ne vas pas non plus que faire du camping. Tu peux faire du camping et faire du canot. Tu vas faire plein de choses qui sont vraiment cool. Ils vendaient, je sais qu'à un moment donné, on était allé aussi à un camping où il y avait, nous on avait utilisé la tente, mais ils proposaient aussi des sortes de chalets ou de yurts. Il y avait des espèces de yurts, des espèces de grosses tentes énormes. Puis des espèces de chalets aussi. Il y en a qui étaient montés dans des arbres, il me semble, de mémoire. En tout cas, je me souviens plus. Là, c'est pas ça. Ouais, mais là, c'est pas qu'en propose aussi. J'ai vu sur leur site. Donc, ça, c'est plus cher. Mais pourquoi pas? Ça peut être aussi une autre expérience. Tu sais, quelque part, ça peut être intéressant. Euh, Sinon, tu vas avoir aussi ce qu'on appelle les ZEC. Ça, c'est encore autre chose. Ce sont les zones d'exploitation contrôlée. Ce sont des territoires de chasse et de pêche du Québec qui sont situés sur le domaine public. Alors ça, les ZEC, la différence avec la CEPAC, la CEPAC est complètement gouvernementale. Les ZEC sont des organismes à but non lucratif qui sont gérés par des administrateurs élus par les membres en fait de chaque ZEC. Donc voilà, c'est ça. C'est très large des ZEC, c'est vraiment grand. C'est sûr qu'il y a 63 territoires de ZEC au total. Je te donnerai le lien aussi dans la description. Les ZEC proposent quand même aussi le même type d'activité que la CEPAC peut proposer sur son lien. Hein. Mais c'est pas mal axé sur la chasse et la pêche, les ZEC en général. Donc c'est plus là-dessus.
Mais tu peux aussi aller voir si tu veux aller camper de manière plus sympathique. Donc c'est ça. Pour le camping, ce que je terminerai là-dessus, c'est une expérience que je te conseille vraiment si tu es surtout un nouvel immigrant, que tu veux découvrir la nature canadienne. Quand tu t'en vas camper, il faut que tu prennes en tête, tu gardes en tête, j'aime bien dire ça, que tu t'en vas quand même avec le maximum de matériel possible parce que tu veux rien oublier. Donc ça comprend évidemment ta tente, ça c'est sûr, mais des fois il faut que tu amènes de l'eau parce que comme je disais, tu n'as peut-être pas accès à un robinet là-bas. Des fois oui, comme nous on était allés, à un moment donné on avait accès à de l'eau, mais c'est pas tout le temps le cas selon ce que tu choisis comme type de camping. La bouffe aussi, petit truc qui nous avait donné, que ma conjointe savait, mais tu vas avoir quand même des animaux sauvages, donc même sans parler des ours, tu vas avoir des ratons laveurs, tu vas avoir des écureuils, tu vas avoir plein de petits animaux comme ça. Donc ta bouffe, tu la prends, tu la gardes dans ta voiture pour diminuer les odeurs, parce qu'ils sont attirés par les odeurs de la bouffe, y compris tes déchets, tes poubelles. Tu gardes tout ça à l'intérieur de ta voiture pour pas avoir d'ennui. Moi, à un moment donné, je dormais dans la tente, puis il y avait un raton laveur qui croquait une pomme juste à côté de ma tête. Parce qu'eux, ils ont comme des mains, hein, fait qu'ils... T'avais super peur, hein? Ah non, je n'avais pas super peur. T'avais super Donc, c'est ça, c'est des petits trucs qu'il faut que tu gardes en tête. Nous, quand on s'en va camper, je l'avais montré à un moment donné sur une vidéo, si tu as le compte Instagram, tout le mur du fond au complet, là, et jusque-là, c'était juste du stock, ok? Avec des bâches pour la pluie, par exemple. Tu penses quand tu es dans ta tente, il faut que tu mettes une bâche au-dessus pour la pluie si jamais il pleut. On a des stocks de couverture. Quand je dis stock, c'est vraiment beaucoup parce que ma conjointe y pense et elle a raison. Le sol, quand tu dors, parce que tu dors quand même par terre, même si tu as un petit matelas, ça va être humide. Donc pour couper l'humidité du sol, pour pas que le lendemain tu te réveilles, que tu es froid aux os partout, ton squelette te fait mal. Donc c'est tout des choses auxquelles tu dois penser. Mais c'est une super belle aventure et nous on aime ça. Pour finir, très rapidement, j'ai mis mon t-shirt de circonstance. Parce qu'il y a un truc que je sais avec certitude, c'est que peu importe ta nationalité, ta confession, tes origines, ta culture, etc., tous les gars, peu importe d'où tu viens dans le monde, je te le dis, c'est sûr, tous les gars, on est les maîtres du feu. C'est international, c'est obligatoire. Il n'y a personne qui touchera au feu, c'est juste le gars qui fait le feu, c'est comme ça. Parce qu'on est les maîtres du feu. Et ma belle-mère me fait ce t-shirt-là. Je ne sais pas si tu le vois comme il faut. Mais il y a une histoire à ce t-shirt et je vais la raconter. Le cousin de ma conjointe se disait le maître du feu naturellement. Donc il y a eu une sorte de compétition entre deux maîtres du feu, puisque moi je suis le maître du feu. Il avait décidé de faire un feu qu'il n'a jamais réussi à faire. Et moi je l'ai fait en 2 minutes. donc je suis fier de porter le t-shirt du maître du feu et c'est ça, et là j'adresse le message à toutes les madames là. Essayez pas de faire du feu, je sais pas, c'est notre droit ancestral, je sais pas comment on peut appeler ça. On aime ça faire du feu, ok? On aime ça, c'est notre truc là. Nous enlève pas ça. En ce qui concerne la chasse et la pêche maintenant, ce que moi ma conjointe m'avait dit, et elle a raison là-dessus, on te conseille, c'est que si tu t'en vas, je vais tout détailler, hein, t'expliquer comment on fait surtout pour la chasse, et pour la pêche, mais surtout pour la chasse. Si tu t'en vas et que tu décides d'aller chasser, peut-être au départ, ne connaissant pas vraiment comment ça fonctionne et tout au Canada ou au Québec, va sur le site de la CEPAC, ils vont avoir des activités de chasse aussi, et tu peux aller voir comment ça se passe, et la plupart du temps, en fait, moi je te conseille vraiment de partir avec un gars de la CEPAC, tu vas chasser avec lui et tu vas mieux comprendre comment ça fonctionne. Et par après, si tu as envie de t'aventurer tout seul, ben, tu seras moins perdu sur comment ça fonctionne et où est-ce que tu dois t'adresser, où est-ce que tu dois aller. On va commencer pour la chasse, parce que la chasse c'est un peu plus compliqué que la pêche. Pour être chasseur, alors d'abord, quand tu es résident, parce qu'il y a 2 possibilités, résident et non résident. Ce qu'ils appellent résident, c'est si jamais tu es résident permanent, si tu es citoyen canadien, ça s'adresse à toi. Si tu es non résident, donc tu es, j'imagine, en PVT par exemple, tu vas être non résident, tu vas avoir ta propre nationalité, ça va pas être la même chose. Si tu es résident, ça te demande un certificat de chasseur, ok? Pour pouvoir chasser. C'est obligatoire, tu n'as pas le choix. Donc citoyen canadien, résident permanent, certificat de chasseur. Si tu ne l'es pas, tu n'as pas besoin de l'obtenir. Ce n'est pas obligatoire.
Mais il y a un petit truc là-dessus, c'est qu'après, il va y avoir des permis dans lesquels je vais rentrer plus en détail par après, que je dis tout le temps ça, qui vont être beaucoup plus chers que si tu as ton certificat. Donc le fait d'avoir ton certificat, c'est quand même intéressant à ce niveau-là, ça te donne un petit avantage. C'est obligatoire, comme je te le répète. L'âge minimum, c'est 12 ans. Tu peux, à partir de l'âge de 12 ans, aller chercher ton certificat, il n'y a pas de problème. Il faut que tu t'adresses à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Je mettrai le lien dans la description, tu vas avoir tous les détails. Premier cours, en fait, le certificat, c'est quoi? À la base, c'est un document qui établit ton aptitude à manier une arme de chasse ou à piéger. Tu peux être piégeur aussi, ça c'est cool. Et la manier, évidemment, de manière sécuritaire, ça c'est clair. Bon, premier cours, exemple de cours, celui-là est obligatoire, clairement. C'est le cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, plus initiation à la chasse avec armes à feu. Pour donner une idée, ça te donne un exemple, j'ai été chercher sur le site internet, juste comme ça, à titre informatif. Tu vas avoir 2 cours de 10 heures et 7 heures qui vont être offerts sur 2 jours consécutifs, donc on voit que c'est pas non plus la mer à boire. Et le coût de ça, c'est 129 $, d'accord? Ça comprend en fait un manuel qu'ils vont te donner et un examen qu'il faut que tu réussisses. Ton certificat de chasse, une fois que tu l'as obtenu, tu vas avoir une petite carte avec ton nom, ton prénom, ta date de naissance, écrit évidemment un certificat de chasse dessus, et c'est permanent. C'est à vie, à part avis contraire. Si tu fais des conneries avec, là c'est sûr que c'est différent, mais si tu chasses normalement, c'est à vie. Tu vas aussi avoir, ils proposent plusieurs affaires assez cool, comme le certificat du chasseur à l'arc ou à l'arbalète. Tu peux aussi passer ça. Tu as une attestation spécifique pour la chasse au dindon sauvage. Donc dindon sauvage, c'est spécial. Et j'ai vu aussi le permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, telles que fusils, carabines de chasse ou armes à tir sportif, ce qu'ils appellent des armes sans restriction, parce que les autres types d'armes, en fait, il faut que tu aies des permis très très spéciaux. C'est pas donné à tout le monde. Ici, on n'est pas aux États-Unis. Tu peux pas avoir n'importe quel flingue, je te dirais, comme tu veux. Ok, il faut quand même que ce soit des armes typiquement pour la chasse ou pour le sport, comme ils disent. Donc, j'imagine que si tu. Je sais pas quel exemple j'aurais, mais si tu avais besoin d'une arme pour l'utiliser d'une autre manière, ça va être compliqué pour toi. Il va falloir chercher un permis spécial, il va falloir chercher des autorisations spéciales auprès du gouvernement. Donc, c'est pas évident. Tu peux avoir une arme comme ça. Okay. Puis ce permis-là dont je viens de parler, de possession et d'acquisition d'armes à feu, telles que fusil, carabine à chasse et tir sportif, lui, il va avec le premier cours canadien de sécurité. C'est-à-dire que tu as 2 cours en plus à faire. Donc c'est pas non plus nécessairement évident. Donc on voit que le Canada, c'est pas comme les États-Unis, on n'est pas tous armés jusqu'aux dents, quoi. C'est pas du tout la même mentalité. Mais je pense que, très honnêtement aussi, les gens qui démarchent ça pour avoir des armes à feu, ils vont vraiment chasser. C'est vraiment pour faire de la chasse, honnêtement, pas pour tuer son copain. Mais non, tous les crimes, c'est reconnu, c'est avec des armes non enregistrées, de toute façon. C'est ça, c'est ça. Comme dit ma conjointe, de toute façon, c'est souvent... ça passe souvent, j'imagine, par la mafia. Donc, tous les crimes se passent par... je sais pas si tu as entendu, je vais répéter, mais par des armes non enregistrées. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour le certificat. Ensuite, tu vas avoir le permis de chasse. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton certificat, eh ben, il faut que tu ailles chercher un permis. Parce que tu ne peux pas non plus chasser ce que tu veux, comme tu veux, de la manière que tu veux. Il y a vraiment des permis. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en étant résident, tu es obligé d'avoir ton certificat, ce qui n'est pas le cas en étant non-résident. Mais par exemple, pour ton permis, on va prendre l'exemple du cerf de Virginie. Okay, le cerf de Virginie, si tu vas aller chercher un permis pour aller tuer un cerf, résident, ça va te coûter 58,30 $. Mais si tu n'es pas résident, ça va te coûter 312,57 $. Donc on voit que c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais vraiment. Et c'est ça, et une fois que la chasse ici, ça fonctionne comme ça, une fois que tu as tué ton cerf de Virginie, par exemple, eh ben, il faut que tu l'amènes après à un agent de la protection de la faune et de la flore pour l'enregistrer. Dire, voilà, je l'ai tué, c'est lui que j'ai tué, puis lui il va regarder, il n'y a pas de problème. Tu as 48 heures pour le faire. J'avais pris d'autres exemples comme ça, que je trouvais ça cool, quand même, au niveau des exemples. Ça donne une idée au niveau des tarifs. Un orignal, donc ça va être 77 $ pour un résident. J'appelle résident, t'as compris, je l'ai détaillé tout à l'heure, je l'ai expliqué. Je vais arrêter de dire détaillé. Non résident, 510 $ et 25. L'ours noir, tu peux faire la chasse à l'ours. Résident, 55 $ et 30. Non résident, 197 $ et 14. Ça, c'est assez intéressant aussi. Tout ce qui est lièvre et lapin,
Pour les résidents, c'est 21,88 $ et pour les non-résidents, c'est interdit. T'as pas le droit de chasser des lapins et des lièvres quand t'es pas québécois. Ou canadien, en tout cas. Quand tu viens dans notre pays, tu peux te taper un ours, mais tu peux pas te taper un lièvre. C'est spécial un peu. Il me semble que les lapins sont beaucoup plus nombreux que les ours. C'est sûr, hein. Si les ours se C'est vrai que les reproduisent. lapins, t'es-tu pas un par un? Là? Non Tu plus, passes oui. des collets, pis Oui, je sais c'est pas, vrai. c'est quoi les limites? Ouais, des pièges. Mais c'est vrai que pour finir avec ça, si les ours se reproduisaient à la vitesse des lapins, on serait vraiment dans la merde. Donc, je sais pas pourquoi. Pour la pêche, t'as pas nécessairement, t'as pas besoin de passer de certificat ou de quoi que ce soit, mais t'as besoin de permis. Encore une fois, il faut que tu payes, il faut tout le temps payer. La pêche, quand tu regardes en fait sur internet, ils disent que tu peux pêcher pas mal au Québec toute l'année, à peu près partout. C'est ça qu'ils disent. Mais attention, c'est ce qui est écrit dans les lois, mais dans les faits, c'est pas comme ça. Il y a des quotas et il y a des zones à respecter. C'est très 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 légiféré la pêche ici au Québec. Donc tu fais bien attention. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je te conseille d'aller véritablement sur le site de la CEPAC, surtout pour la pêche, ou des EC, et d'aller vérifier ce que tu peux pêcher, comment tu peux le pêcher, de quelle manière et à quel prix. Même chose, une fois que tu as des prises, souvent il faut aller... ça dépend en fait, ça dépend. Je vais rentrer plus en détail. Au niveau des permis de pêche, alors tu vas avoir des permis différents et ça ne comprend pas ce qu'ils appellent le saumon. Le saumon, lui, c'est encore un permis qui est à part. Donc si tu as un permis de pêche, par exemple, ordinaire, tu vas payer ton permis de pêche, puis il va falloir que tu payes encore un autre permis si tu veux aller pêcher le saumon de manière plus particulière. Et le saumon est très très légiféré. C'est-à-dire que tu peux avoir droit à pêcher par année. Alors les permis de pêche s'établissent de fin avril à début mars, chaque année. Ok. Et donc le saumon, tu vas pouvoir en pêcher 4 uniquement par année. Une fois que tu as pêché ton saumon, il faut que tu l'étiquettes. Tu as des étiquettes qui vont être données. Hein. Tu peux aller te renseigner sur le site que je vais te donner. Donc des étiquettes qui te donnent. Tu l'étiquettes des deux côtés et tu as 48 heures pour le montrer à un agent de la faune et de la flore. Donc c'est réellement enregistrer ta prise dans le fond. C'est réellement hyper important. Comme d'ailleurs la chasse, il faut toujours que tu enregistres ta prise. Je ne sais pas si je l'avais spécifié, mais c'est vraiment vraiment important. Donc c'est ça. Moi, je vais te donner un petit peu une idée. Par exemple, j'avais trouvé aussi au niveau de législation, pour te montrer à quel point c'est légiféré, l'hiver, tu ne peux pas tirer plus de 3 lignes de pêche. Ok. Donc c'est vraiment... Au niveau des prix, des tarifs, pour te donner un petit peu une idée, au niveau annuel, ce qu'ils appellent la pêche sportive, si tu as moins de 65 ans, parce que si tu as plus de 65 ans, c'est un petit peu moins cher, mais pas beaucoup, ça va être 20 $ et 79 ton permis de pêche. Donc ça c'est cool, c'est quand même pas trop cher. Et non résident, ça va être 81 $ et 54. Donc on voit que c'est un petit peu plus cher. Pour les non résidents, il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est que tu vas pouvoir avoir des permis 1 jour, 3 jours, 7 jours consécutifs. De mémoire, je pense que le 1 jour et le 3 jours sont accessibles si tu es résident, mais pas le 7 jours. Le 7 jours, il n'est pas accessible, c'est uniquement pour les non résidents. Donc ça peut être intéressant. Tu vas chercher un permis et tu vas pouvoir pêcher pendant 2 ou 3 jours. Tu n'es pas obligé de payer pour toute l'année. Surtout si tu viens en vacances. Tu as envie de pêcher, c'est cool. Ça se fait très bien. Donc j'avais regardé, résident, pour le permis 3 jours, c'est 13 $ et 4. Et non résident, ça va être 32 $ et 68. Bon, voilà. Hein. Je vais éviter de te donner les autres tarifs. Tu as un petit peu compris. Je te laisserai aller sur le site pour regarder plus en détail ce qui t'intéresse. Permis de 1 jour, 3 jours, 7 jours, je trouvais ça vraiment intéressant quand tu viens en vacances. C'est vraiment, vraiment cool. Il existe pour la chasse et la pêche aussi, que je te conseillerais, des pourvoiries, ce qu'on appelle des pourvoiries. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment des zones dédiées à ça. Et ils vont t'offrir pas mal d'activités. C'est souvent en groupe, la plupart du temps c'est en groupe. Tu vas avoir un guide avec toi, ou même plusieurs personnes. Et vous allez chasser ou pêcher ensemble. Et après ça, tu te retrouves dans une sorte de cahute ou peu importe. Là, je sais que j'avais des collègues de travail qui m'avaient expliqué, un collègue de travail en particulier qui lui aimait faire ça chaque année avec un groupe d'amis. Donc il s'en allait dans une pourvoirie. Et il y avait, je t'explique ce que lui m'a expliqué parce que moi je ne l'ai jamais fait, mais ça te donne une idée un peu d'expérience. Et chaque pourvoirie peut être un peu différente. Eux, ils avaient comme une sorte de méga chalet où tout le monde dormait là. Et le soir, ils se retrouvaient avec la personne qui est propriétaire de la pourvoirie. Et donc, ils mangeaient ensemble, ils faisaient des bouffes, etc. Ils parlaient. Et la journée était dédiée uniquement à la pêche.
Donc lui, il avait un bateau, il les amenait en bateau aux endroits qu'il connaissait, il s'en allait pêcher, les gars s'éclataient, ils buvaient de la bière sur leur barque, ils pêchaient en même temps, et voilà. Et ils adoraient parce que c'est des gens qui aiment la pêche, ils étaient dans la nature canadienne. Hein. Une pourvoirie, c'est vraiment souvent, c'est pas à côté de Montréal, hein. On s'entend, hein, c'est vraiment la nature. Donc c'est retour aux sources, c'est juste... et quand t'es pas... je m'emporte un peu, là, mais quand t'es pas canadien, aller dans ce genre d'endroit-là, même pour camper, vraiment dans la nature canadienne, c'est tellement une expérience unique, là, c'est vraiment à faire. Donc j'imagine pour ceux qui aiment la pêche, là, aller dans une pourvoirie, ça doit être phénoménal. Je finirai très rapidement parce que j'ai fait le tour du sujet. Je voulais parler parce qu'on en parle quand même souvent des Premières Nations. On en parle souvent parce qu'on essaye de... comment je dirais, de ne pas les oublier. On a tendance à toujours les oublier, à les critiquer, à les montrer du doigt, etc. Comme quoi il y en a plus facile et je le sais que c'est pas le cas. Donc je me mets de leur côté un peu. Je trouve que c'est bien d'en parler un peu. Alors eux, au niveau de la chasse et la pêche, ils ont des législations vraiment particulières qui se rattachent en fait à leurs réserves, puis même, comme disait ma conjointe, ça va des fois plus loin que leurs réserves. Ça va jusqu'à des territoires dits ancestraux, des territoires ancestraux. Donc ils ont des grosses zones où eux ils habitent. Et eux ils ont le droit, il n'y a pas de législation comme il peut y avoir dans tout ce que je viens de t'expliquer par rapport au permis, etc. au niveau de la chasse et de la pêche. Parce qu'eux ils ont le droit de le faire si c'est de la chasse et de la pêche qui disent de subsistance. Donc ça veut dire évidemment se nourrir du fruit de la chasse et de la pêche. Mais comme disait ma conjointe, pas que ça. Ça peut aussi être je vais chasser du gibier, le revendre parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'argent pour pouvoir après acheter de quoi pour vivre et non remplir mon compte en banque juste parce que j'ai besoin de vivre et ça c'est un revenu supplémentaire pour moi. Donc vraiment les Premières Nations c'est différent pour eux, c'est complètement différent. Je sais pas, il me semble, ça ma conjointe pourrait le dire, mais je pense qu'il y a des Premières Nations qui proposent aussi, ça faudrait que je regarde sur internet, je suis pas sûr, mais aux gens d'aller chez eux puis de partager un petit peu comme ça ce qu'ils font et de découvrir un peu, d'avoir une expérience de ce qu'ils font en tant que touriste, mettons. Oh oui. Il me semble qu'il y a ça aussi. Qui ont développé des concepts d'hôtel puis tout ça, mais même quand c'est pas à visée touristique, la plupart du temps, si tu vas au centre culturel, la plupart des communautés, pas les tout petites, là, mais la plupart des communautés qui sont quand même accessibles, ils ont le centre culturel. Puis tu peux t'arrêter, poser des questions. Hein. Eux, justement, ils vont pas trouver que tu es idiot. Puis tout ça, ils vont être contents de t'expliquer leur tradition puis de partager avec eux. C'est super sympathique. Ouais. Donc je sais pas si tu as entendu, j'ai pas envie de tout répéter, c'était long, mais les centres culturels, je pense que tu as entendu parce que le micro est quand même assez bon. Souvent je répète, mais on l'entend bien, ma conjointe. Oui, tu peux donc t'adresser, comme elle disait, je vais quand même répéter vite fait, des centres culturels, comme elle disait. Et donc, ils vont être super contents de partager un petit peu avec toi leur... C'est un reproche qui revient souvent de la communauté autochtone. Ils disent, vous êtes là pour nous critiquer, vous avez plein de fausses idées reçues sur nous, mais vous venez jamais nous parler pour nous demander vraiment comment on vit, puis qu'est-ce qui se passe. Fait que, au lieu de critiquer puis d'avoir des préjugés, venez nous voir, nous on va vous expliquer. Ouais, c'est ça. C'est très logique. Ouais. Parce que c'est sûr qu'au niveau de la chasse et de la pêche, il y avait beaucoup de gens qui disaient que, en tout cas, ils n'étaient pas super contents avec les droits des Premières Nations par rapport à la chasse et la pêche de subsistance dont je parlais. Donc quand eux, il faut qu'ils payent des permis et que c'est un petit peu plus légiféré, bon en tout cas. Mais moi, j'imagine que, regarde, c'est chez eux, c'est leur réserve, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, c'est de la manière dont je le vois maintenant. Je suis ni chasseur ni pêcheur, donc je sais pas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça t'aura éclairé sur le camping, que je te propose vraiment, sincèrement, d'aller essayer l'expérience, même si tu viens en vacances. Vas-y, ça va être super cool. Ah, c'est sûr que peut-être si tu viens en vacances, investir dans une tente et tout ça, ce sera peut-être beaucoup d'argent. Mais je sais pas, tu peux sûrement aller, comme je disais tout à l'heure, dans une yourte ou dans un chalet. En tout cas, il y a quand même des possibilités. Il y a des prêts à camper aussi, c'est vrai. Il y a des prêts à camper aussi.
Donc tu peux quand même te débrouiller sans investir dans du matériel. Mais essaye-le parce que la nature canadienne, là, c'est unique et c'est quand même une bonne idée. Puis être le maître du feu, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est cool de faire du feu et de manger sur le feu quand même. Hein, tu fais griller tes trucs sur le feu et tout, tes saucisses et tout, c'est cool, c'est super bon. T'as l'impression de revenir, je sais pas, t'as l'impression d'être après l'apocalypse et te débrouiller tout seul quand en fait tu fais du feu avec des choses que t'as achetées au supermarché. En tout cas, peu importe. Donc, c'est ça, je te le propose vraiment. Et pour la chasse et la pêche, ben, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu viens même en touriste, tu le vois, hein, tu peux quand même aller chasser et pêcher. Ça te coûtera peut-être un petit peu plus cher, comme je te l'ai expliqué. Mais c'est faisable. Donc, si tu es un chasseur, pêcheur, pêcher, par exemple, au milieu de la nature canadienne, quand tu connais pas, ça doit être vraiment, vraiment unique aussi comme expérience. Pour le reste, comme d'habitude... Ben moi, là, je sais pêcher un peu. C'est sûr qu'on aide un peu. Ah, toi tu sais pêcher, ouais, c'est papy qui te montre, hein? Ouais. Mais oui, tu vas être un bon pêcheur plus tard. C'est sûr. Ça, c'est vrai que t'écoutes bien. Donc, si tu veux mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, de ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir, évidemment, quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et puis le compte Instagram qui existe toujours, que tu peux aller voir, nouvelles photos, nouvelles vidéos que j'essaye de mettre le plus régulièrement possible, comme d'habitude. Et puis qu'est-ce qu'on se dit? À la prochaine. À la revoyure. À la voyure. Ciao. Bye. T'es un peu malade aujourd'hui. Hein?